Alors apparemment, la voix IA a bugué un petit peu, donc c'est moi qui vais faire l'annonce. Donc l'idée de la conférence maintenant, qui va être de 15h30 à 16h30 avant la pause, après on fera une petite pause, ça va être de faire un retour d'expérience sur la mise en place d'un SOC. Et dans ce cadre-là, on a Jean-Philippe, Alexandre et Arnaud de USCO qui vont nous faire cette petite présentation. Et je vous Du coup, effectivement, on n'a pas besoin de l'IA pour tout faire. Hein. Ça marche aussi à la voix. Et est-ce que ça marche? Oui, vous m'entendez? Vous applaudirez à la fin, hein. Ce sera mieux. Là, je m'appelle Jean-Philippe Lesage, donc je travaille pour Devon6 Cybersecurity, mais je vais changer là en fait, je vais prendre mon indépendance, je vais refermer un petit peu mon blouson et puis cacher le fait que j'ai un petit polo, et je vais oublier tout ce que je connais en fait, et je vais jouer le rôle du candidat. Donc pas de problème de ce côté-là. Pas de langue de bois, on va essayer de poser les questions qui peuvent gêner parfois même. Alors je vais garder mon téléphone parce que, en fait, je vais vous raconter un truc perso, on est entre nous. J'ai été contacté par Angelina Jolie et elle est à l'hôpital en ce moment et a un problème de finances pour financer son opération et donc je devrais peut-être répondre tout à l'heure. Voilà, c'est juste pour reprendre un petit peu le reste de ce qui s'est passé avec la session précédente. Je suis donc accompagné d'Arnaud. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour, c'est bon au niveau du son. Alors Arnaud Rochet, donc RSSI pour UXCO Management chez UXCO Group. Ça fait une vingtaine d'années que je suis dans l'informatique à peu près, même si j'ai commencé l'informatique non professionnelle à 13 ans. 8-10 ans dans la cybersécurité. Et, donc j'ai plutôt un profil technique. Je me suis orienté petit à petit vers la gouvernance, la gestion des risques, la GRC en général. Voilà. Ok, Alex, je pense qu'on n'a plus besoin. Directeur technique chez Devon6 et du coup j'ai co-construit le SOC avec Olivier Quesnon, notre directeur du SOC. D'accord. Alors je garde mon téléphone quand même aussi parce que j'ai trouvé stylé ce matin le fait que Léo se balade avec son téléphone. J'avais trouvé ça assez sympa. Je me dis, bah, tiens, je vais reprendre le truc. Peut-être, première question pour Alex. Alors, je sais pas vous, mais moi, quand je vois pas tout le monde, là, en fait, avec les lumières. Je sais pas vous, mais moi, quand on me parle de SOC, ben, en fait, je comprends pas forcément ce qu'il y a derrière. Je vois des trucs, c'est marqué EDR, EDR manager, SOC, SOC manager. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a toujours la même chose derrière. Alors, je ne sais pas si tu peux nous éclairer un petit peu, Alex, de ce côté-là. Ouais, c'est un peu flou aujourd'hui sur le marché. Alors, ça l'était moins il y a quelques années, mais il suffit d'aller au FIC ou sur des salons comme ça pour se rendre compte que tout le monde fait du SOC. Alors, c'est le mot à la mode, mais on entend SOC à toutes les sauces. Donc, peut-être si on refait une définition propre du sujet, le SOC, c'est la surveillance des intrusions quand elles sont en train de se produire. C'est la capacité à détecter l'intrusion au moment où elle est en train de se produire, ça veut dire qu'on est sous attaque, et la capacité à réagir à cette détection et à opérer une contre-mesure pour venir empêcher la menace de se propager, mettre l'attaquant dehors, ce genre de choses. Donc c'est à la fois une gamme d'outillages, parce que évidemment on n'est pas magicien et on parlait d'IA juste avant, ça peut être des outils augmentés à l'IA, ça peut être des outils avec des règles de détection assez traditionnelles, l'EDR en fait partie. Mais il ne faut pas confondre juste un EDR manager. Un EDR, ce n'est pas un SOC, c'est un outil de détection d'attaque qui est sur le système d'exploitation pour détecter des attaques système, mais ça va passer à côté d'une usurpation d'identité, ça va passer à côté d'une attaque applicative. Donc c'est bien tout le panel d'IXDR de détection, le SIEM également, en termes d'outillage qui va me permettre de remonter de l'alerting, idéalement le plus tôt possible sur la chaîne d'attaque, pour ensuite être servi par une équipe. Et donc là, il y a une dimension aussi humaine derrière, puisque j'aime bien donner l'exemple de la voiture qui sonne dans la rue, parce que l'alarme a déclenché, tout le monde s'en fout. Le SOC, ça peut être un peu pareil. C'est-à-dire que si on met juste des outils,
On a les outils qui sonnent, on a nos amis, les hackers ou les pentesters, ça dépend le contexte, qui sont en train de tester des trucs, ils se font bloquer, puis au bout d'un moment, ils vont trouver un moyen de passer. Et en fait, si on n'est pas intervenu au moment où on avait l'alerte, où on disait, il y a un mec là dans le réseau, il est en train de me pirater, foutez-le dehors, et personne n'est intervenu, évidemment, je vais finir par me faire pirater. Donc c'est aussi une dimension humain, analyste, cette capacité à intervenir quand il y a une intrusion, pour déterminer déjà si c'est un faux positif ou si c'est une vraie attaque, et appliquer une mesure de confinement pour sortir l'attaquant, l'empêcher de nuire, bloquer la continuité de l'attaque qu'il pourrait être en train d'avoir, même si les outils ont commencé à bloquer l'attaque, au moment où ils ont détecté l'alerte, mais ils l'ont peut-être pas sorti définitivement et empêché de nuire. D'accord, je pense que c'est un peu plus clair là. C'est vrai que moi j'avais l'impression que c'était un peu comme les chocolats de Pâques, il y a le nom chocolat partout, mais en fait derrière quand on regarde l'étiquette, il y en a où on retrouve plutôt en premier composant de l'huile de palme et du sucre, quoi, en fait. Donc faut peut-être faire attention à ce qu'il y a derrière, le soc. Le nom est bien, il attire. Il est à la mode peut-être aussi en ce moment, mais derrière, il faut peut-être regarder dans les détails ce qu'il y a. Et j'aime bien le fait qu'il y ait de l'humain aussi derrière. La technologie, ça a l'air bien, mais j'ai pas l'impression qu'en appuyant sur un bouton, sur de la technologie, on fasse tout, quoi, quand même. Donc c'est quand même assez intéressant. Je commence à mieux comprendre, je sais pas vous, mais moi ça m'arrange un petit peu là. On va passer plutôt côté Arnaud et là ce qui se passe vraiment dans la vraie vie, on va dire, d'un RSSI. Donc toi tu es RSSI pour UXCO. Tu peux nous en dire un peu plus sur donc l'entreprise, les problématiques que tu as pu rencontrer, ce que tu as dû mettre en place, etc. Ta vision aussi de ce côté-là. Oui, tout à fait. Donc, je voulais préciser que je suis client de Devon6, du coup, sur la partie SOC. Mais ce que je vais dire pendant la conférence, j'ai pas été rémunéré du tout pour dire du bien ou quoi que ce soit de Devon6. Pas encore, quoi. Bon, c'est quelque chose que j'aimerais bien. C'est en négociation. On n'est pas d'accord. On lui a dit de venir. On verra comment ça se passe. Il n'y a pas eu de retour encore. Donc, bon. Et pourtant, j'adore les vacances dans les îles. Donc, pour présenter. On a ouvert le SOC en Martinique. Peut-être l'occasion d'aller visiter les bureaux. Ça, c'est pas mal. Je viens de prendre mon indépendance, du coup, pendant 1 heure, côté vacances dans les îles. Si on peut faire un truc commun, ça m'arrange aussi. Allez. Tu me dis quelle question tu veux que je te pose. D'accord. Donc côté UXCO Group, donc UXCO Group, c'est un groupe qui regroupe Océanie, Sapart City et UXCO Management. Donc sur la chaîne de valeur, on va être investisseur, on va être aussi promoteur et opérateur des résidences hôtelières. Donc côté UXCO Management, on est à 76 résidences étudiantes actuellement sur toute la France. Une croissance très rapide, on opère 15 000 lits, on doit avoir 3 sièges sur la France en plus des résidences étudiantes. Donc un petit challenge à sécuriser, même si en termes d'utilisateurs, on n'est pas sur énormément d'utilisateurs parce qu'on a beaucoup d'externalisation. On est 300 utilisateurs à peu près internalisés chez UXCO. Des systèmes de sécurité, donc beaucoup de logs. En fait, comme disait Alexandre, on a de plus en plus de systèmes de sécurité, ils sont de plus en plus verbeux. Disons qu'un humain ne peut pas tout seul appréhender la tonne de logs et réagir en conséquence assez rapidement. Donc, pourquoi je me suis orienté vers un SOC? Donc là, ça fait la 2e fois que je m'oriente vers Devon6 pour la partie SOC managée. Généralement, quand j'attaque des postes de RSSI, je suis tout seul pour monter toute la structure cyber. Tout seul, je suis pas Shiva, donc je peux pas tout faire, en particulier lire les logs, investiguer et réagir assez rapidement. Les attaques vont assez vite, il faut un objectif d'intervenir assez rapidement si on veut éviter que ça se propage et que ça casse tout le SI. Puis je suis sûr que tu dors la nuit. Oui, quand même. Du coup, galère. Voilà, donc on est soumis à des risques particuliers aussi, que sur les chaînes hôtelières. Bon, il y a des groupes d'attaquants qui sont spécialisés sur les chaînes hôtelières, dont on peut faire partie.
D'un côté réglementation, bon, on n'est pas soumis à NIS 2, mais nos actionnaires nos investisseurs qui sont canadiens nous challenge sur le framework du NIST. Donc on a fait le choix de déployer l'ISO 27001 parce que le rapport est assez simple entre le NIST et l'ISO 27001. Donc c'est un peu les motivations qui m'ont poussé à aller à prendre un SOC managé. Donc bien sûr, à un moment, je m'étais posé la question, est-ce qu'on ne peut pas le créer en interne ? Plusieurs freins pour le monter en interne. Déjà, si on veut faire du 24/7, parce que généralement, les attaquants, ils attaquent pas en heure ouvrée. En moyenne, ils vont plutôt commencer à attaquer à 23h le vendredi quand ils savent que tout le monde est parti en week-end. Donc déjà, pour monter une équipe 24/7, il faut pouvoir tourner, il faut trouver les compétences. Et ça, c'est pas quelque chose d'évident à mettre en place en interne et à maintenir en interne. D'accord. Et donc tu avais déjà une expérience dans le choix d'un SOC, une expérience précédente, tu arrives, et donc les critères qui ont vraiment été déterminants pour toi, pour le choix justement du SOC, qu'est-ce qui a été le plus important, qu'est-ce qui t'a fait revenir en fait vers Devon 6 ? Alors c'est vrai que auparavant j'étais chez European Camping Group, je basculais chez Uxco. Quand je suis arrivé chez Uxco, en fait, on avait déjà un contrat avec un SOC managé. Je mets des guillemets. Donc c'était un SOC qui était opéré par une ESN non spécialisée en cybersécurité. Donc effectivement, là, on a tendance à avoir de plus en plus de SN non spécialisées qui sont dit qu'il y a un filon commercial, on va proposer du SOC, on va le faire payer comme un vrai SOC. Mais c'était pas du tout satisfaisant. Déjà en termes de réaction, de temps de réactivité. Moi, j'avais accès, je connaissais un petit peu le SIEM qui était utilisé par le SOC, en l'occurrence Azure Sentinel. Je voyais que les temps de réaction, déjà aucune alerte en plusieurs mois, ce qui me paraît bizarre, un peu. À part si on a des utilisateurs qui sont super bien formés, qui font rien, qui sortent du cadre, normalement on a des alertes. Donc j'ai été voir, effectivement il y avait des alertes, mais le temps de prise en charge était entre 10 et 20 jours. Donc entre 10 et 20 jours, il y a le temps qu'il y ait des choses qui se passent. C'est pour les attaquants tranquilles. Oui, c'est ça. Il faut prendre son temps. Les attaquants des îles. Non, le niveau d'expertise n'était pas correct. Contractuellement, tout n'était pas cadré. Donc, j'ai cherché rapidement à partir vers une équipe SOC qui était plus professionnelle. J'en avais challengé quelques-unes. Et au niveau des critères de choix, donc comme je disais, on a la partie SLA, donc plus les temps de prise en charge des incidents. Le temps de prise en charge des incidents. Le SI n'était pas couvert dans sa totalité, donc on avait des angles morts sur la couverture du SI. Pas de corrélation ni d'apprentissage, parce que ce qui est intéressant quand on a des logs, c'est de pouvoir corréler les signaux faibles quand même pour pouvoir intervenir. Parce qu'on va sûrement, si l'attaquant prend ses précautions, on va avoir plusieurs signaux faibles qui vont se cumuler, et à ce moment-là, c'est là où c'est bien d'intervenir quand même. Donc tout ça n'était pas réalisé, c'était seulement en heure ouvrée également. Donc, il y avait beaucoup de facteurs qui me faisaient aller, qui me donnaient l'envie de changer, quoi. Donc le temps de voir comment on pouvait sortir contractuellement, j'ai lancé la consultation. Je rebondis sur le coût du temps d'intervention. Alors là, effectivement, c'est catastrophique, mais il faut viser les minutes. C'est vrai que dans un SOC, l'idée, c'est d'avoir des analystes qui interviennent tout de suite et évidemment de travailler en amont cet aspect détection, les signaux faibles, comme tu disais, la corrélation, la contextualisation spécifique aux clients pour pas se faire déborder, pour pas avoir trop de faux positifs. Mais par contre, quand il y a des choses intéressantes qui arrivent, et normalement c'est plus qu'un par mois, d'avoir des analystes qui sont ultra réactifs tout de suite sur l'incident, et on n'est même pas en heure, on est plutôt en minutes, quoi. Très bien, comme tu as pris la parole, est-ce que tu peux nous en dire plus, Alex, sur la structure du SOC Devon 6 ? Je suppose que c'est le même pour tous les clients.
exactement la même chose et que tu répliques, etc. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche? Ouais, alors l'idée, c'est d'avoir une structure où on puisse faire bénéficier à nos clients, et on en reparlera un petit peu peut-être dans le temps de déploiement, mais de quelque chose qui est rapidement efficace, donc de ne pas réinventer la roue de zéro, donc d'avoir quelque chose mutualisé. Et en même temps, le mutualiser, je pense qu'à des gens comme Arnaud, ça fait peur. Moi, je suis... voilà, est-ce que tu es comme les autres clients? Pas sûr. Est-ce que tu n'as pas des spécificités dans l'entreprise? Sûrement. Donc d'avoir quand même cette capacité à personnaliser le SOC et à proposer à nos clients du coup des workflows spécifiques de gestion, des workflows spécifiques de réponse, des workflows de corrélation ou des règles internes qui peuvent être un petit peu différentes, parce que selon les populations qu'on a dans l'entreprise, de prestataires et tout l'écosystème autour, évidemment, on ne va pas avoir tout à fait les mêmes besoins. Donc il y a un socle commun, et puis ensuite il y a cette dimension personnalisation qui va être assez importante. Globalement, la stratégie, c'est d'essayer de se baser sur ce qu'a déjà le client en termes de sécu. Donc un petit peu le venez comme vous êtes, et capitaliser sur ces points forts-là, rajouter évidemment des briques de détection supplémentaires, mais de ne pas tout recréer de zéro, parce que déjà c'est énormément de boulot, et je pense que si on t'avait expliqué, alors il faut tout remettre à plat, il faut tout changer, ça aurait été compliqué. Donc plutôt capitaliser sur ce qui existe déjà. Il y a rarement zéro mesure de sécurité, zéro outil cyber dans l'entreprise quand on fait le choix d'aller vers un SOC. Et ensuite rajouter 2 briques qui sont hyper importantes pour nous. C'est le SIEM, parce que le SIEM, ça va me permettre d'avoir une tour de contrôle au niveau du SOC pour corréler ce qu'il est en train de se passer. Tu as parlé de corrélation, mais de savoir qu'à un moment, j'aime bien prendre des exemples un petit peu concrets, mais à un moment, il y a mon firewall, il bloque des attaques sur un serveur qui est en DMZ. Classique, j'ai envie de dire, ça se passe des milliers de fois par jour. Il est en train de bloquer des attaques, il fait son boulot de firewall. Et puis, j'ai un utilisateur qui se connecte sur Office 365 avec succès et qui accède à des documents SharePoint. Le fait d'être capable de corréler, ça veut dire qu'on est capable de dire que l'adresse IP qu'attaque ma DMZ depuis 2 heures, c'est celle qui vient de faire un success login sur 365 et est en train d'exfiltrer de la donnée. C'est ça que va m'amener le SIEM. Il m'offre une dimension supplémentaire. J'ai déjà des protections côté identité, j'ai déjà des protections côté firewall, mais je vais aussi corréler ce qu'il est en train de se passer pour me dire, c'est quand même suspect cette histoire. C'est pas normal qu'un attaquant lance des SQL injections sur un serveur en DMZ, qu'un utilisateur lance des SQL injections sur un serveur en DMZ. C'est peut-être pas lui qui s'est logué sur ce compte-là. Donc le SIEM est vraiment notre tour de contrôle qui permet en plus de rajouter des spécificités clients. Donc en général, on pose des questions. Arnaud, c'est qui tes utilisateurs? Est-ce qu'il y a des VIP? Est-ce qu'il y a des prestataires externes? Est-ce qu'il y a des comptes administrateurs? Est-ce qu'il y a des comptes un peu plus particuliers que d'autres? Ça va permettre de comprendre et d'intégrer le SI du client dans le SIEM pour que l'analyste, quand il regarde une alerte, il n'est pas à deviner ce nom d'utilisateur, je l'ai déjà vu, c'est qui lui? Ah oui, lui c'est un dev. Donc si c'est un dev, c'est peut-être normal qu'il fasse cette action, mais plutôt que l'analyste, il ait tout de suite les informations à disposition parce que c'est le SIEM qui a été fait faire ces vérifications. Donc hyper important, c'est ma tour de contrôle. Manager un SOC sans cette brique technique, aujourd'hui, ça nous paraît, nous, impossible. Après, il y a des confrères qui tentent des choses. Il y a même des éditeurs qui ont tenté des choses. Palo Alto, par exemple. Puis ensuite, ils ont acheté QRadar en se disant, en fait, un SIEM, c'est peut-être utile quand même. Et la deuxième brique, c'est le SOAR. Donc, Security, Orchestration and Automated Response. Ça veut dire la capacité à automatiser des actions. On en parlait avec l'IA, avec tout un tas de choses, mais être capable d'automatiser des actions, c'est un élément important. Les attaquants, ils vont super vite. Marc en parlait en préambule. La défense, l'attaque, on joue pas à la même vitesse. Donc, si on n'automatise pas, on est mort. On va intervenir beaucoup trop tard sur beaucoup trop de faux positifs. On va pas y arriver. Donc, il faut absolument que les analystes, on les aide à s'en sortir. Et pour ça, il faut qu'on automatise des choses. On automatise des pré-traitements, mais on automatise aussi les workflows de réponse sur le SI. Et là, on va se poser la question ensemble. Et si ça arrive, le compte est compromis. Mon exemple de tout à l'heure. Je suspecte qu'un attaquant se soit connecté au compte d'un utilisateur. Qu'est-ce qu'on fait si ça arrive? Comment, monsieur le client, vous voulez qu'on traite cette affaire-là? Qu'est-ce que t'en penses, Arnaud? Et c'est vraiment ça l'idée. Et le SOAR va me permettre d'implémenter la réponse
qu'on a choisi ensemble, de manière à ce que l'analyste, en un clic, il puisse descendre le workflow de réponse et pas se connecter en VPN sur les infrastructures du SCO, s'improviser administrateur de l'Active Directory pour tenter de faire une opération qui va être un petit peu délicate et surtout qui va prendre du temps. On parlait des minutes tout à l'heure. Ok. Donc si je comprends bien, en fait, si je résume avec mes connaissances personnelles que j'ai complètement oubliées en arrivant ici, on a un socle commun pour tous les clients globalement, mais chaque client est différent et chaque client a ses propres personnalisations. Est-ce que ça évolue au cours du temps, ces personnalisations ou... Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Déjà, on rajoute des nouvelles capacités de personnalisation en permanence, alors parce que nos clients, ils ont des bonnes idées, ils nous challengent, mais aussi parce qu'au sein du SI du client, ça évolue. Enfin, je suppose que tu n'as pas arrêté de faire des projets, ou le DSI n'a pas arrêté de faire des projets. Généralement, on challenge les solutions un peu tous les ans. Donc on est constamment obligé de faire évoluer nos capacités de personnalisation parce que le SI de nos clients, il évolue aussi en permanence. Il y a des nouveaux projets, des nouvelles infrastructures qui arrivent. Et si on revient sur le projet, en fait, au départ, je suppose que ce genre de projet, je vais te poser la question à toi Arnaud, ça doit être quand même relativement long à mener à terme et lourd pour un RSSI, surtout si tu es tout seul, etc. Alors, pour moi, sur la deuxième, enfin même le premier, ça n'a pas du tout été chronophage pour moi. En fait, c'est vrai que les facteurs de succès pour déployer un SOC rapidement, bon, il y a une partie côté d'Even6, du coup, qui est plus leur capacité à procédurer, à cadrer le projet, à mener le projet bien rapidement. Et de l'autre côté, il y a la disponibilité du client. Est-ce que le client a priorisé le sujet? Est-ce qu'il connaît bien son SI pour bien couvrir la totalité du SI? Est-ce qu'il connaît les usages de son SI pour pouvoir donner les billes au SOC pour mieux comprendre les usages, pour pas que le SOC désactive le moindre compte administrateur dès qu'il y a une action d'administration sur le SI. Donc c'est vrai que ça dépend de pas mal de facteurs, mais là pour Uxco, on l'a fait, ça a mis un petit peu moins de 2 mois. Ah oui, c'est quand même assez rapide. Basculer, moi j'imaginais un truc, ça fait 1 an qu'on est dessus, et puis ça y est, on vient d'accoucher. Non, en fait. C'est vrai que les bénéfices, là on avait basculé, on avait fait le go sur la partie HNO, moins de 2 mois. Donc, Et du coup, Alex, là, ok, on se dit Uxco, ça va quand même relativement vite, mais je suppose que c'est pas le cas pour tous les clients. Il y a sûrement des gros écarts entre les clients, et ça va de quoi à quoi, en fait? Et qu'est-ce qui assez peu, au final. Notre objectif, c'est vraiment de réussir à ce qu'en moins de 3 mois, on ait un périmètre assez complet de déployer. Donc, il y a du challenge. C'est pour ça qu'on a vraiment des équipes qui sont focus sur ce sujet pour poser les bonnes questions, pour bien cadrer la mission. Et ensuite, on est en amélioration continue. Donc, on continue toujours à améliorer le SOC Uxco. On continue toujours à améliorer le SOC de nos clients, même ceux qui sont chez nous depuis des années et des années. Donc, il y a ce travail d'amélioration continue, mais l'idée, c'est d'arriver très rapidement à avoir un périmètre assez complet, à avoir ces corrélations qui fonctionnent, ces personnalisations, les réponses, le 24/7 qui tourne, et de rester dans cet objectif des moins de 3 mois. Il peut y avoir des clients qui sont plus rapides ou plus lents que d'autres, mais c'est aussi notre travail d'identifier les quick wins, de ne pas aller s'enfermer dans des complexités si elles sont près des clients, et trouver une autre solution pour surveiller ce système en se mettant comme objectif, évidemment, l'amélioration finale. Et honnêtement, même si on prend des exemples comme des comptes industriels, des comptes publics qui sont un petit peu plus rigides et un petit peu plus difficiles à faire bouger souvent, on arrive quand même à avoir un périmètre d'efficacité assez rapidement. D'accord, donc ça se fait au fur et à mesure, mais on arrive à avoir des choses en place très très vite. On pourrait entendu parler que sur certains clients, ça pouvait aller très Chez certains, ça peut aller très très vite. On peut être sous le mois en termes de temps de déploiement. Ouais, donc je suppose si le client en face, il répond assez vite, il s'engage. Il valide, valide les process, les workflows, qu'il a un processus de validation très rapide, ça peut vraiment être efficace. D'accord. Donc en fait, on vient de parler de technologie. Tu as pas mal parlé d'humain aussi, et là tu viens de me parler de process.
Et donc, c'est quoi? Il faut ce triptyque pour que ça marche ou comment ça fonctionne en fait derrière? Ouais, c'est vraiment le triptyque. Hein. Est-ce qu'on est capable de détecter efficacement? Donc là, c'est vraiment l'archi. Comment on se positionne? Un peu l'analyse de risque. Pas se tromper de combat. Parce que si on est en train de surveiller des assets complètement secondaires qui contiennent aucune donnée sensible et qui, s'il y a un incident de prod dessus, ben, tout le monde s'en fout. On perd de l'énergie sur quelque chose de secondaire. Et donc là, c'est toujours intéressant d'avoir la vision risque du RSSI qui nous pointe aussi. Et puis, on est là pour l'aider, le RSSI, à trouver les bons éléments de détection. Donc, surveiller les bonnes choses. La vue de l'attaquant, du coup, est intéressante aussi pour surveiller ça. Les humains qui sont réactifs, comme je le disais, avec le bon niveau de compétence. Et les process. Qu'est-ce qu'on fait si ça arrive? Qu'est-ce qu'on a validé ensemble? Et il y a deux types de process dedans. Des process de réaction à prendre pour être capable de confiner la menace. J'aime bien dire que c'est un peu un extincteur spécialisé. Vous savez, quand il y a un départ de feu, l'idée, c'est plutôt que le premier qui a détecté le départ de feu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'extincteur qui est à côté et il met un coup dessus. Donc on a mis un extincteur qui est assez spécialisé. Si c'est dans une salle serveur, si c'est dans une cuisine ou si c'est dans différents endroits, c'est pas le même extincteur. Et la personne se pose pas de questions, elle prend l'extincteur spécialisé, elle met un coup dessus et on confine la menace. On évite d'attendre les pompiers où le bâtiment il a déjà brûlé et on est en gestion de crise cyber, on est en réponse à incident pour intervenir. Donc on essaie de se dire avec le client quel extincteur spécialisé on peut mettre en face de telle menace. Si on est en train de vous exfiltrer des données ultra sensibles, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on coupe la presse IP qui fait les exfiltrations? Est-ce qu'on coupe le flux? Est-ce qu'on coupe le serveur? Si c'est un compte qui est compromis, est-ce qu'on coupe le compte? On réinitialise le mot de passe? On fait quoi? Ça, c'est le premier workflow, confiner la menace. Et le deuxième élément important dans le process, c'est la communication. Parce que le SOC, s'il communique mal, on est foutu. Si on bloque des trucs à tout va et on prévient personne, c'est une catastrophe. Et peut-être que si on prévient que Arnaud, c'est pas toujours la meilleure idée. Ça dépend des process dans l'entreprise. Donc bien communiquer, ça fait aussi partie des éléments. Et en général, c'est des questions qu'on va se poser. Qui on doit prévenir? Est-ce qu'on doit escalader? Qu'est-ce qu'on fait exactement là-dessus? Donc, si je comprends bien, il y a la phase technologique où on appuie sur des boutons, etc. Il y a beaucoup d'orchestration, on met en place les choses. Je suppose qu'évidemment, il y a beaucoup de discussions et continue avec le client pour faire évoluer et pour que ces process et l'aspect humain soient pris en compte. C'est à peu près ça, si je résume avec mes mots. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs types de profils dans le SOC et notamment, on désigne un TAM, un Technical Account Manager. Et puis du coup, tu l'as, je pense, régulièrement au téléphone, ton TAM? C'est au minimum une fois par mois, mais en la pratique, au moins une fois par semaine. Donc, beaucoup de communication, effectivement. Moi, dès que je vais mener des actions, qu'il y a des actions d'infrastructure ou d'administration, le SOC va être prévenu. Donc ça évite effectivement des désactivations de comptes non souhaités ou autres. Après, c'est vrai qu'il y a un truc qui est vraiment pas mal, c'est de pouvoir fixer le curseur côté client par rapport aux remédiations, sur remédiation possible. Donc c'est vrai qu'on peut agir vite, il y a des clients, je pense, ils vont vouloir agir vite, d'autres un peu moins. C'est vrai que moi j'ai mis le curseur plutôt pour agir vite. Et ça, disons que c'est un côté éducationnel avec les utilisateurs aussi. Par exemple, la personne qui a été sur un site qui n'est malheureusement pas bloqué par les systèmes réseau ou antivirus. Si on voit qu'il a récupéré un PUA, enfin un petit logiciel qui commence à être malveillant, son ordinateur va être désactivé, enfin isolé du réseau complètement, son compte va être désactivé dans la minute. Et après, il faut le temps d'investiguer. Donc la personne, ce processus de remédiation d'incident, il est inscrit dans le SMSI, dans la partie réponse sur incident, tout le monde est au courant. Donc malheureusement, ceux qui vont râler, oui, je dois travailler, la prochaine fois, tu n'iras pas sur des sites n'importe comment, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a un petit côté éducationnel, il y a l'apport de la société extérieure.
ça donne une autorité. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça aide le fait qu'on soit externe aussi alors, je sais que ça arrive chez nos clients carrément des fois on bloque le PDG ou le DAF ou voilà, des gens un petit peu sensibles. Peut-être ça aide aussi qu'on soit externe. Oui, effectivement, c'est l'autorité externe. Souvent, ça marche mieux. Moi, je sais que j'ai des enfants. Souvent, je vais leur répéter 15 fois, je vais les alerter 15 fois sur quelque chose, 100 fois. Il suffit qu'il y ait le médecin ou quelqu'un d'autre qui leur dise la même chose. Ça y est, ils ont découvert la vérité. Donc, c'est toujours bien d'avoir une autorité extérieure en plus de l'autorité interne pour appuyer ce genre de mécanisme. D'ailleurs, nous, dans l'émission, on écoute le RSSI. Il nous a dit tu bloques le PDG, on bloque le PDG. On prévient les bonnes personnes parce que ça va tirer les oreilles si jamais, mais l'idée c'est quand même ça et effectivement de prévenir et en même temps d'ajuster, comme tu disais, parce qu'il y a des clients, il y a des actions qui vont pas être possibles. Voilà, isoler certains comptes de service, certains serveurs, certains éléments de l'infrastructure, ça va être extrêmement compliqué parce que l'incident de production que ça va créer, il coûte beaucoup plus cher que la cyberattaque. Donc là, c'est un juste milieu à trouver entre arriver à bloquer l'attaque, ne pas mettre en difficulté le SI et que ça coûte trop cher. Et c'est une vraie discussion pour trouver le curseur. Des fois, bloquer un utilisateur, du coup, ça coûte rien en impact prod. Il vaut mieux plutôt que d'avoir une attaque. Par contre, sur d'autres sujets infrastructure, il faut trouver le bon réglage. Oui, je suppose que aussi parfois, s'il y a de la vie humaine qui est en jeu ou des choses comme ça, j'imagine qu'en travaillant avec les hôpitaux, il doit y avoir des contraintes, par exemple, qui sont un peu différentes. Si tu as des exemples ou des choses qui te viennent en tête qui se sont déjà passées ou qu'on vous avez dû faire. Il faut bien identifier les assets critiques et l'impact que ça peut avoir. Alors, il y a l'impact sur le business et puis effectivement, selon les métiers de certains, il y a la vie humaine qui est en jeu. Et des fois, il vaut mieux travailler autour, mais laisser les gens utiliser le SI pour, par exemple, sauver des vies dans le cadre d'un hôpital. C'est quand même important. Et donc, on ne va pas avoir tout à fait la même réaction. On a un de nos clients, c'est un gros groupe de cabinets d'expertise comptable. Voilà, ils sont des milliers d'experts comptables. Il me dit, nous, de toute manière, les experts comptables, le soir, le week-end, on ne bosse pas. Et puis, si tu coupes nos infras, il n'y a pas mort d'homme. Donc, le client, il a plutôt une position, dans le doute, on bloque, on coupe. Et je préfère que le week-end, vous isolez tout ton infra plutôt que de remonter une infra le lundi. Dans le cadre d'un hôpital, évidemment, on n'a pas du tout le même discours. C'est pour ça que je dis on ne peut pas copier-coller le SOC. Il faut quand même avoir cette dimension de personnalisation, même si on a des briques qui sont communes. Et ça rend le métier du SOC intéressant parce qu'il y a cette double composante, le côté très technique de la cyber, avec vraiment la capacité à venir détecter des attaques, essayer d'être plus malin que l'attaquant et un petit peu ce jeu entre nous. Et en même temps, un petit peu une prise de hauteur, une construction par rapport au risque, par rapport à des workflows de réponse, par rapport à des processus de gestion SOC. Et du coup, on allie ces deux composantes dans la construction d'un SOC. D'accord. Si je reviens vers toi, Arnaud, donc ça fait quelque temps quand même que le SOC est en place. On a senti qu'il y a certains bénéfices, notamment sur l'aspect relation avec le TAM, des choses comme ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui te viennent à l'esprit comme ça, des éléments importants qui t'ont aidé, toi, dans ta vie de tous les jours? Il y a l'aspect de conformité. C'est vrai qu'on a un SMSI en place. On a des règles à respecter. C'est vrai que quand on communique, parce que c'est vrai qu'il y a une communication également avec le SOC sur toutes les politiques, les analyses de risque qu'on peut mener en interne. Le SOC est en capacité de déclencher des alertes sur non-conformité de certains éléments. Donc c'est vrai que ça c'est un point qui est pas mal, qui serait difficilement réalisable à travers, si on n'avait pas d'analyse humaine et technique au préalable. J'ai la tranquillité aussi, parce que c'est vrai que le SOC, comme je reviens encore sur la corrélation des différents signaux, sur la protection des identités en général, qui deviennent un facteur assez important dans la sécurisation d'un SI.
Maintenant, à l'aide du SOC, de toute la partie technique et analyste qu'on a derrière, on est capable, moi je suis capable d'être sûr qu'une identité n'est pas corrompue. Donc sur une alerte, on a énormément de signaux qui nous permettent d'être sûr à 100% qu'une identité n'est pas corrompue. C'est un facteur de tranquillité pour moi. Voilà. Oui, la tranquillité n'a pas de prix. Alors, on m'a dit, j'ai discuté tout à l'heure avec les personnes de la RENTIP, il y a eu un pentest qui a été effectué par Devon 6, mais en fait, du coup, c'est la même société qui fait le pentest et qui te protège au niveau du SOC. Oui. Avantage, inconvénient, je sais pas, qu'est-ce que t'en as retiré, qu'est-ce qui était important? J'ai fait ce choix pour les vacances sur les îles à la base, mais c'est pas encore confirmé. Non, en fait, c'est vrai que je m'étais posé pas mal la question. C'est vrai qu'il peut y avoir un conflit d'intérêts, éventuellement. Donc j'avais demandé à l'équipe SOC, Devon 6 en général, de ne surtout pas communiquer au SOC qu'il allait y avoir un pentest qui allait être mené, la date et par qui. Alors les bénéfices qu'on a pu en tirer, c'est que le retour d'expérience en fait entre les équipes SOC et les équipes pentest, parce que ça va au-delà pour moi d'un simple retour, d'un simple rapport avec un échange qui dure pendant 1 heure entre le SOC et l'équipe pentest externe. Là, il y a vraiment un suivi des points d'amélioration entre le SOC et les pentesters. C'est un bénéfice que j'ai pu en tirer derrière. C'est une question qu'on nous pose souvent, ça, et il y a vraiment les clients qui font les deux choix, et je comprends totalement pourquoi faire les deux. Est-ce que je dois faire tester mes systèmes de sécurité par une autre société ou par la même? On voit tout de suite un petit peu les avantages, inconvénients. Dans tous les cas, c'est intéressant de faire tester, parce que même si notre SOC, on fait le maximum pour qu'il soit excellent, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une zone aveugle, un élément dont tu ne nous as pas parlé, qu'on n'a pas vu non plus, mais qui peut ressortir dans le cadre du pentest, une vulnérabilité particulière sur le SI qui fait que la manière dont elle est exploitée, elle est difficilement détectable par le SOC, des choses comme ça. Donc le SOC fait de la surveillance en profondeur, donc à un moment il va voir l'attaque. Par contre, ce qui est intéressant aussi de le tester, c'est de voir si on n'aurait pas pu voir l'attaque plus tôt, et si on n'aurait pas pu l'endiguer plus tôt, ou de découvrir des assets complètement non managés ou un petit peu hors sol, mais qui ont servi de rebond à l'attaque, des choses comme ça. Donc ça vaut vraiment le coup de le faire tester, et même quand c'est testé en interne. Alors pour le coup, nous en plus, on a une dimension éthique qui est importante, on joue vraiment le jeu. Les équipes n'étaient pas prévenues, et je crois que même quand tu les as prévenus qu'il y avait un pentest, tu n'as pas dit que c'était Devon 6. Du coup, ils pensaient que c'était une autre équipe de pentest. Et là, pour le Retex, ça a été beaucoup plus facile de travailler sur les petites améliorations. Le secret était bien gardé. En fait, j'ai dû stopper le SOC au moment où ils allaient isoler tous nos contrôleurs de domaine. Ils avaient raison de le faire, parce que c'était des signaux assez importants quand même. C'était assez flagrant, quoi. Ok, d'accord. Je pense que on raterait ce retour d'expérience et cette discussion si on ne parlait pas d'IA, parce que c'est un peu à la mode quand même. Mais est-ce qu'il y a de l'IA dans le SOC, que ce soit sur du LLM ou autre? Est-ce qu'il y a des formes d'IA? Est-ce que c'est utilisé? Est-ce que côté défenseur, on a des choses comme côté attaquant? Comment ça se passe? Déjà, je pense que les outils de détection aujourd'hui, ils travaillent beaucoup avec de l'IA, beaucoup avec du machine learning. Ça date pas d'hier, parce que pour bien détecter les signaux des attaquants, il y a des signatures un petit peu basiques. S'il se passe ça plus ça, c'est une attaque. Par exemple, fail login, fail login, fail login, fail login, fail login, et puis au bout d'un moment, success login. Bon, c'est un brute force success. Au bout d'un moment, à force de tester, il a trouvé le mot de passe. Il n'y a pas besoin d'IA pour faire ce type de détection. Par contre, tu parlais de signaux faibles. Il y a tout un tas d'autres signaux, d'autres mécaniques où le machine learning, les déviances de comportement vont être hyper intéressantes pour être capable de détecter plutôt des anomalies par rapport à des comportements habituels ou des choses comme ça. Et là, effectivement, dans les mécaniques de détection, c'est des choses super intéressantes. C'est aussi du boulot à traiter derrière, parce que
alors, l'IA fait gagner beaucoup dans la détection, parce qu'elle permet de voir des choses que coder à la main des règles de détection, ça serait impossible, puisqu'il y a trop de variables de détection, il y a trop de cas particuliers, et ça serait extrêmement difficile. Et puis pour rester à jour d'attaques complètement inconnues, là, ça va être assez intéressant. Et en même temps, ça s'améliore aussi, l'IA, mais elle n'est pas infaillible et elle va être capable de détecter des choses qui, en fait, ne sont pas des attaques. Et ça, c'est principalement parce que les utilisateurs d'Arnaud, ils font n'importe quoi. Mais du coup, il peut y avoir des déviances de comportement qui sont juste des projets particuliers dans le SI, qui sont juste des utilisateurs qui ont un comportement un petit peu anormal, mais rien d'alarmant. Et donc, ça peut générer beaucoup de faux positifs, en fait, cette IA. Donc derrière, c'est là où il faut aussi automatiser du traitement, de l'analyse et de la contre-vérification, avec là des moteurs et des playbooks qui vont être beaucoup plus entraînés sur certains types de vérification, avec des paramétrages spécifiques du client, pour aider l'analyste à déterminer le vrai du faux, et que soit l'incident il soit auto-clôturé comme étant un faux positif sûr à 100%, soit que quand l'analyste il ouvre l'incident, il ait tout un tas d'éléments d'analyse qui lui ont été pré-fournis par la machine. Et là, on rentre sur des choses plus spécifiques au client. Et puis ensuite, l'aide à la rédaction au rapport, tout ce genre de choses. Et évidemment aussi, l'IA est intéressante pour nous aider dans ce sens-là, pour communiquer dans plusieurs langues, s'il y a besoin de communiquer dans plusieurs langues auprès du client ou des choses comme ça. Français, anglais, en général, c'est facile, mais après, quand on part dans d'autres sujets, l'IA peut aider aussi là-dessus. Donc ouais, il y a de l'IA un petit peu à tous les étages pour aider à la défense. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire là-dessus. Il y a des solutions qui me vendent qu'on peut traiter les incidents automatisés avec des IA. Bon, ça ne marche pas encore bien. Par contre, ça peut aider l'analyste à faire un travail plus à valeur plutôt que de faire de l'analyste niveau 1. D'accord, donc c'est pas la fin de l'analyste, là, quand même. C'est pas la fin de l'analyste. Et aujourd'hui, dans un SOC, il n'y a pas que l'analyste. Enfin, c'est ça aussi qui est important, mais on a des clients qui nous achètent le SOC sans les analystes. C'est un peu, on se dit c'est un peu concept, le principe c'est d'avoir des analystes qui tournent en 24/7. Mais en fait non, il y a des clients, ils achètent les processus SOC, la mise en place des règles de détection, l'amélioration continue des règles de détection, les playbooks, les processus de communication, et ils ont leurs propres analystes. Ils achètent le savoir-faire SOC sur l'outillage et pas juste la disponibilité d'analyse 24/7. Donc c'est pas la seule valeur du SOC, et je pense que pour nous tous l'intérêt, et pour tous ceux qui veulent être analystes demain, c'est d'essayer de faire plutôt de l'analyste à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire que quand on intervient sur un incident, il y a un truc cool à regarder, il y a une menace intéressante, et c'est pas le énième faux positif, le même que la dernière fois, et je fais juste un travail de routage d'incident qui peut s'apparenter à un robot. Si on arrive à sortir de ça et que l'IA nous aide, on fera un job encore plus intéressant, je trouve. Et c'est ce qui permet d'éviter la fatigue de l'analyste, c'est ça, en gros. Ouais, exactement, parce que si on traite pour la 1000e fois la même alerte de la même manière, la variante qui fait que cette fois-ci, c'est un vrai positif, on la verra pas. On a beau être le meilleur analyste du monde, la fatigue s'installe. D'accord. Donc on est dans un monde où on va avoir des analystes augmentés, quoi. C'est ça. C'est un peu ça. Ok. Et ce que je retiens aussi, et ça me rappelle, il y a très longtemps, j'ai été aussi étudiant, je faisais des cours de philo, bien que j'aimais pas trop ça, et j'ai retenu qu'une seule chose de mes cours de philo, c'est la prof qui nous disait « Gardez votre esprit critique ». Mais je pense que c'est valable pour tout le monde, pour les analystes, puisqu'en fait, derrière, si je comprends bien ce que tu nous as expliqué, la décision, elle est humaine et elle est celle de l'analyste, en fait. Oui et non. Oui et non. Si on est sûr à 100% que c'est une attaque, avec les outils, et qu'on est sûr à 100% d'un processus de réponse face à cette attaque, allons-y sans analyste. Et on fera intervenir un analyste a posteriori pour peut-être vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur, pour peut-être amplifier l'analyse, rajouter des éléments de réponse, parce que peut-être que le RSSI va nous demander d'accord, mais ils se sont barrés avec quel document exactement les premiers qu'ils ont réussi à télécharger, c'est lesquels ou tiens, tu me dis il y a des mails malveillants qui sont partis, mais à qui exactement? Voilà, peut-être l'analyse il va servir à amener du détail, mais si on est absolument sûr que pour nous c'est un comportement ultra dangereux et que ça ressemble très clairement à une attaque, dans ce cas full auto,
on déroule tout le process, y compris le processus de blocage. En accord, bien sûr, avec le client, s'il nous donne le go pour faire ça sans analyste. Oui, puisqu'il y avait des discussions et les procédures étaient créées, etc. Très bien. Bon, je pense que c'est beaucoup plus clair pour moi. Je ne sais pas si pour vous, ça l'est. On peut peut-être passer à quelques questions, s'il y en a qui ont des questions particulières dans la salle. Hein. Tout est ouvert, il n'y a pas de langue de bois, allez-y. Des choses auxquelles je n'aurais pas pu penser, par exemple, n'hésitez pas. Alors, je vois pas très bien tout le monde. Ça peut être technique, moins technique, sur les outils. C'est comme vous le sentez. Hein. Ça peut être sur le job derrière qui est effectué. Non, il n'y a pas de questions. Pas trop de questions. C'était clair. Mais je pense que vous avez envie de faire une pause, en fait, quoi. C'est juste ça, quoi. C'est ça, en fait. Qu'est-ce qu'ils discutent? Ils discutent et nous, on n'a pas de pause. Alors, on va terminer quand même peut-être sur un mot de la fin. Arnaud, si tu as un truc à nous dire sur la fin. Non, j'ai un compte Revolut. D'accord, on a bien compris. Je suis foutu, là. Alex? Ouais, peut-être sur le mot de la fin. Donc, si on récapitule le vrai métier du SOC, on va dire, c'est d'être capable de détecter tout périmètre, ou en tout cas le périmètre le plus élargi possible. Ça veut dire aussi être capable d'aller sur des infrastructures un petit peu plus particulières, sur des systèmes un peu plus particuliers, et notamment d'aller détecter là où on est le moins bon en cybersécurité. Moi, j'aime bien dire à mes clients, où est-ce que tu es nul en cyber? Par où va rentrer l'attaquant? Et souvent, le RSSI me dit « Non, mais ça, on verra plus tard, c'est mes vieux systèmes, j'ai prévu de les changer en 2027. On va se concentrer déjà sur les systèmes de prod où j'ai fait tout mon hardening. » L'attaquant, il va rentrer par les vieux systèmes. Donc, le SOC, c'est vraiment cette capacité à aller détecter au sens large, en profondeur, c'est-à-dire qu'on détecte aussi bien l'initial access que la tentative d'exfiltration de données sur mon serveur de backup. S'ils sont arrivés jusqu'au serveur de backup, on n'est quand même pas bien. Mais du coup, mettre de la profondeur dans la détection, configurer les outils, automatiser les analyses, et puis avoir le forensique le plus intéressant dans l'analyse à la main des humains, intégrer des processus avec le client et spécifiques, et puis créer ces playbooks, ces workflows de réponse. Il y a toute une dimension de R&D dans le SOC pour venir vraiment créer des workflows des fois assez complexes de réponse pour faire efficacement les actions et que mon coup d'extincteur dont je parlais tout à l'heure, il marche vraiment et pas que j'ai l'illusion d'avoir fait un truc bien, genre les SOC qui des fois vont juste isoler un PC avec le DR et le PC était entièrement compromis. Et il faudra m'expliquer à quel moment on peut imaginer que l'attaquant n'a pas volé tous les cookies de session de l'utilisateur, n'a pas volé les identifiants, n'avait peut-être pas mis un keylogger ou quelque chose comme ça. Si on fait juste un workflow de réponse qui est un demi-workflow de réponse, j'ai isolé le système d'exploitation qui s'est fait compromettre et j'ai pas travaillé sur tout ce qu'il y avait sur le système d'exploitation qui pourrait être intéressant, les identités par exemple. Je n'ai apporté qu'une brique de la réponse. Donc vraiment appliquer une réponse qui soit la plus complète possible pour confiner la menace. Et quand les pentesters ils viennent râler que le SOC c'est chiant, ça nous bloque, c'est qu'on a bien fait le boulot. Et quand ils arrivent à contourner un petit peu les systèmes de détection, c'est qu'il y a encore la petite bête à aller chercher. Eh bien, merci. Merci à tous les deux pour ces interventions. Je comprends mieux ce qui se passe. Et merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci.